L'incident qui est développé dans le rapport, c'est un incident qui est arrivé sur un Airbus A330 d'Air France et dans lequel une fuite carburant a été traitée d'une manière inattendue par l'équipage, c'est-à-dire qu'ils ont choisi de ne pas suivre les procédures et de continuer le vol sans se dérouter aussi vite qu'ils auraient pu le faire. Continuer le vol avec la fuite carburant. Alors, ils avaient des arguments, mais que le BEA n'a pas jugé suffisant. Et donc le BEA pointe du doigt vraiment la gestion de ce vol, élargit ça à un problème de culture plus générale chez Air France. Et moi, ce qui m'a vraiment interpellé, ce sur quoi je voudrais réagir, c'est cette question de suivre les procédures ou non. Alors ça paraît évident quand on est passager, bah oui, évidemment, j'ai envie que les pilotes suivent les procédures. Sauf que le pilote, il est le commandant de bord, comme son nom l'indique, a toute latitude de décision, même par rapport à des procédures établies, et est autorisé dans certains cas, qui ne sont pas forcément très définis puisqu'il s'agit de traiter l'inattendu, mais dans certains cadres, a le droit de ne pas suivre les procédures, d'en sortir. Et je fais référence à un accident mortel, celui-là. C'était pas un incident, c'était en 1998, c'était un McDonnell Douglas MD-11 de la Swissair, qui à l'époque avait subi un feu à bord. Ah oui, au départ de New York, hein. C'est New York-Zurich, je crois. New York-Zurich, tout à fait. Et au large des côtes canadiennes, au large d'Halifax. Donc l'équipage avait traité un feu à bord en suivant scrupuleusement les procédures. Surtout, je ne jette la pierre à personne. Ça va mieux en le disant, pardon, ça va de soi, mais ça va mieux en le disant. Donc ils avaient suivi les procédures pour traiter un feu à bord qui était d'origine électrique. C'était un arc électrique, une étincelle qui avait mis le feu à un isolant. Et bien un dégagement important de fumée à bord. Et après coup, avec le recul, après le débat, la communauté aéronautique s'était accordée pour dire, dans ce cas précis, ils auraient mieux fait, l'équipage aurait mieux fait de se poser tout de suite, même s'ils étaient encore à ce moment-là au-dessus de la masse maximale à l'atterrissage. Une des raisons pour lesquelles l'équipage avait suivi les procédures, c'était qu'il fallait brûler du carburant afin de ne pas se poser trop lourd. Oui. Et bon, finalement, ça aurait été moins risqué de se poser trop lourd que de rester en l'air avec ce dégagement de fumée qui se poursuivait et qui a été fatal donc, à ce vol MD-11. Gilles, je crois que tu t'en souviens aussi. Oui, alors je m'en souviens, j'avais suivi l'enquête et surtout j'avais lu la transcription des échanges entre l'équipage et le contrôle aérien. Et ce qui est glaçant, c'était de voir la détermination du commandant de bord à poursuivre le déroulement de la procédure, en sachant que le contrôle à Halifax lui envoyait régulièrement des messages en lui disant « Est-ce que vous voulez vous poser, vous êtes prioritaire ?» Et il encourageait vraiment, on sentait que le contrôleur encourageait le commandant de bord à écourter donc la procédure. Il est allé jusqu'au bout, même au moment où la fumée a envahi complètement le cockpit et où il ne se voyait plus, il est allé jusqu'au bout. Et alors, ce qui est ressorti de l'enquête, c'est que le commandant de bord était sans doute influencé par une décision qui avait été prise quelques semaines plus tôt au sein de la compagnie Swissair, où un autre commandant de bord, aussi un ancien comme lui, avait fait l'objet de, alors je ne sais pas si c'est un blâme, je ne sais pas comment on dit, la Swissair, hein, on a un représentant suisse là, sur le plateau, mais la compagnie avait sanctionné un commandant de bord qui s'était posé à la masse maximale, c'est-à-dire donc au-delà de la masse autorisée pour se poser, parce qu'il avait jugé qu'il y avait un problème à bord, donc il était venu se proposer, et juste après le décollage. Et il avait donc endommagé l'avion. Donc sans doute, ce qui ressort du rapport d'enquête, le commandant de bord voulait être irréprochable et ne pas faire l'objet d'une remontrance, d'un blâme. Et donc il est allé au bout de la procédure. J'aurais aimé faire réagir Renaud, si tu as un petit mot à dire. Juste avant, je voulais préciser qu'une voie d'amélioration suggérée, recommandée par le BEA, c'est l'utilisation d'outils qui permettent de rejouer facilement le vol. Ces outils arrivent. Il y a des compagnies qui commencent à les utiliser. Aujourd'hui, si un équipage, après coup, a un doute sur sa bonne gestion d'un incident, c'est pas évident, c'est quand même des incidents qu'on va gérer en quelques dizaines de secondes ou quelques minutes. L'équipage peut faire un playback, avoir accès, voilà, un replay, ouais. Un replay. Alors l'équipage, c'est Flight Radar. En théorie, l'équipage peut le faire, mais ce sont des informations qui ne sont pas si faciles d'accès auprès de la compagnie. Donc ce sont des données auxquelles on peut avoir accès, mais pas si facilement que ça. Et donc les outils qui arrivent, ce sont des outils qui vont permettre à l'équipage très facilement de rejouer sur une tablette, par exemple,
avec les données de vol, de rejouer la trajectoire, les moments clés, et de se dire ah oui, à tel moment on a dit ça, à tel moment on a décidé ça, tiens, avec le recul, est-ce que peut-être on aurait pu faire des... Donc des outils qui arrivent chez diverses compagnies, dont une compagnie américaine, j'ai un trou, je crois que c'est American, une compagnie japonaise aussi, et bon, notamment une entreprise française qui promeut ce type de système. Renaud, est-ce que tu veux réagir à cette question? C'est vrai qu'après ce genre d'incident, on est toujours plus intelligent après. On oublie le facteur humain, l'importance des checklists qui sont une aide précieuse au niveau du pilote. Est-ce qu'il faut prendre en compte la partie de stress quand on arrive à sortir ce genre de procédure, la situation commence à devenir catastrophique, on va dire. Et là, les checklists sont une bible en fait qu'il faut suivre. Après, dans certains cas particuliers, là je suis pas vraiment au fait en fait de cet incident, mais il est vrai que de pouvoir après recréer les conditions de l'incident, la plupart du temps, heureusement, on ne parle que d'incident. C'est vraiment une avancée qui sera vraiment très importante, afin d'affiner ces checklists. Parce que les checklists sont, la plupart sont données par le constructeur et ne peuvent pas prendre tous les facteurs en compte. On peut rajouter du facteur météo. Je ne connais pas la météo sur place à ce moment, parce que peut-être qu'à Halifax, la météo était vraiment très difficile. Il y a plein de facteurs qui font que notre métier est toujours un métier d'humain, malgré les aides que la technologie peut nous apporter. Donc voilà, on n'est pas encore sur des drones. Je me permets de rebondir pour poser une question à Antoine, toi tu es jeune pilote, tu sors de l'école quasiment. Comment ça se passe dans la pédagogie, ça justement? On vous apprend à appliquer les procédures à la lettre, la part de l'humain, comment vous l'abordez comment vous l'avez abordé ça? La plupart du temps en fait il y a deux types de cas, mais on va dire que il y a des pannes qui vont être, ça dépend de l'urgence, on va dire. On va dire qu'on va avoir des pannes qui vont devoir être traitées avec la mémoire en fait. C'est comme une musique qu'on répète en permanence, c'est-à-dire que dès qu'il y a une panne, typiquement, nous, on volait sur des bimoteurs. Et donc, en fait, il y a une notion de passage au drapeau de l'hélice du moteur. Bref, pour faire court, si on ne réagit pas assez vite, en fait, l'avion ne peut plus voler en palier. Donc là, en fait, c'est vraiment je m'en souviens encore, contrôle, puissance, traînée, traitement. C'est vraiment un truc qu'on apprend par cœur pour traiter ce genre de panne. Et après, il y a le deuxième cas, où là, ça va être une panne qui va être pas mineure, mais qui va être un peu moins importante, on va dire, où on ne va pas jouer sur la suite du vol, en tout cas, ou dans une autre manière. Et donc là, à ce moment-là, ce qui est vraiment demandé, et c'est là où on peut se faire avoir en piège justement en école, c'est ok, t'as une panne, première chose, on sort la checklist. J'essaie pas d'inventer des choses, etc. Une fois qu'on sait ce que c'est, il y a un voyant qui s'allume. Ok, typiquement, on volait sur des Cessna, il y a un truc assez connu, c'est parfois la surtension en fait dans le système. Là, en fait, Cessna a une checklist fait pour, et donc l'objectif, c'est je sors ma checklist, je suis le truc et je me jette pas tête bêche à essayer de réparer. Bon, j'enlève le bruit. Non, en fait, c'est vraiment me mettre dans la checklist et ensuite je déroule. Et c'est l'erreur que tout le monde fait dans le début. Premier ou troisième vol où on commence à gérer les pannes, il pose la panne. Ah ouais, je pense que c'est ça. Et il nous tape avec la checklist. Non. Et se fier à l'instinct, on vous l'enseigne ça, l'instinct? Jack Green dit toujours il faut savoir piloter son crash. Bon. En vrai, sur certaines notions, parce que effectivement, les checklists sont importantes, mais sur certains points, ça reste un peu flou là. Effectivement, il y a aussi un instinct, mais de réfléchir intelligemment et surtout. Alors, moi, j'ai fait pas mal de vols solo, enfin entre guillemets, où j'étais censé être équipage unique, mais en MCC, on nous apprend beaucoup ça, c'est de partager l'information et de réfléchir. MCC, c'est quand l'équipage comprend plus d'une personne. C'est ça, voilà. Et oui, effectivement, ouais. Et Multi-Crew Coordination, c'est une formation justement où on apprend à bosser en équipage. Parce que comme l'équipe de Jumpseat. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on apprend à bosser en équipage. Et là, il y a deux règles. Donc, en fait, bosser à deux et travailler la réflexion ensemble. Et il y a une phrase qu'ils utilisent quand on fait la formation qui s'appelle Use all available resources. C'est-à-dire utiliser toutes les ressources possibles. Et donc là, effectivement, ok, j'ai pas l'info dans le QRH, je vais chercher dans le manuel de l'avion. Et ensuite, on déroule au fur et à mesure et on essaie d'utiliser toutes ces connaissances. Et l'instinct en fait partie à un moment donné aussi. Alors, on peut encourager les viewers à faire, c'est de revoir le film Sully. Exactement. Puisque tout l'objet du film, c'est la mise en cause de l'équipage qui a pris une décision qui est contraire aux procédures.
Donc, le film Sully qui est sur le miracle de la baie de l'Hudson, donc Voilà. cet Airbus qui perd ses 2 moteurs à cause d'une collision aviaire C'est ça. et qui se pose dans la baie de l'Hudson. Et et l'équipage sauve ainsi tous ses passagers, alors que la procédure un demi-tour, indiquait à faire effectivement un demi-tour pour revenir se poser. Et là, qui était inapplicable. Dans ce cas précis, qui était inapplicable. Selon le commandant de bord, et puis effectivement, selon aussi tous les experts. Mais bon, Clint Eastwood a fait un très bon film sur le sujet.